Salut les assignés à résidence, salut les rats de laboratoire, salut les prisonniers, comment allez-vous? Oh là là, j'en ai ras-le-bol. Je sais pas pour vous comment ça se passe, mais ce soir j'ai voulu aller faire des courses vite fait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentrée dans le centre commercial qui est pas très grand, hein, mais voilà, je suis rentrée au centre commercial. Je voulais aller à Leclerc vite fait. Et puis en fait, il y avait trop de monde, bien sûr. Et puis quand je suis sortie, ce qui m'a énervée, c'est que il fallait une des sorties était déjà fermée, forcément, puisqu'il était bien, pourtant il était 17h30, hein, donc vous avez déjà fermé une des sorties. Donc pour sortir, il fallait passer par un autre chemin, enfin un truc chiant, quoi. Ça m'a vraiment gonflé. Ça méritait pas d'être gonflé par ça, mais c'est vrai que c'est énervant, quoi. C'est fatigant, tout ce cinéma. Ah là là, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ce couvre-feu débile. Vraiment, ras-le-bol de ce couvre-feu débile qui sert à rien d'autre que de nous pourrir la vie, nous emmerder quand on veut sortir. Enfin, quand on sort du boulot, on a le temps de rien faire. Quand tu arrives pour faire des courses, c'est blindé. Il faut que tu te débrouilles pour faire tes courses à un autre moment. Enfin, vraiment, ça n'a aucun intérêt. C'est juste, c'est juste chiant, en fait. C'est juste chiant. Bon, s'il y avait que ça, là, les vacances approchent, donc je vais être un petit peu en vacances, mais du coup, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances avec les gamins? On ne peut pas les emmener au cinéma, on ne peut pas les emmener au musée, on ne peut pas les emmener voir une exposition. Ils peuvent pas avoir d'activités sportives à l'intérieur, dans des gymnases. Euh, quoi d'autre? Ouais, il n'y a rien. Il n'y a pas d'endroit où on peut les emmener, on ne peut pas sortir, quoi. On peut même pas dire qu'on va aller faire du shopping, on va aller se balader dans un centre commercial. Les centres commerciaux sont fermés. Bon, j'ai pas une folle passion pour les centres commerciaux, mais bon, ça restait quand même, on va dire, un recours, quoi, une petite sortie. Voilà, donc là, il n'y a même pas ça. Euh, c'est fatigant moralement. La situation actuelle, là, elle est fatigante moralement, elle est fatigante même physiquement, en fait. On finit par avoir un coup. Je trouve qu'on finit par être atteint physiquement, finalement, en fait. On finit par se sentir une espèce ouais, de fatigue, d'épuisement, de ras-le-bol qui finit par nous atteindre autant au moral qu'au physique. Donc, il faut arriver à se trouver des soupapes. Bon, moi, je ne vais pas dire quand je suis au stade où je suis dépressive, ça va, je suis pas, je vis pas seule, je suis pas, je suis plutôt bien entourée. Mais je pense à tous les gens qui sont seuls, qui sont isolés. Je pense à des gens qui, j'ai entendu quelqu'un dire que ça faisait 1 an qu'il n'avait pas eu un contact physique, que personne lui avait tenu la main, qu'il n'avait pas eu un contact physique avec quelqu'un. Je trouve ça abominable de se retrouver dans cette situation-là, d'être contraint, d'être ouais, comme des rats. On est comme des rats de laboratoire, en fait, pour des gens qui prennent des décisions qui ne les impactent pas. C'est ça qui m'énerve le plus, c'est que les politiques qui décident de ces mesures-là, en fait, ils ne sont pas impactés par ces mesures. Ils ne sont pas impactés sur le plan financier. Je ne pense pas qu'ils soient impactés sur le plan psychologique. Je ne pense pas qu'ils soient impactés sur le plan moral. Pour moi, ces gens, ils ont pas de morale, ils n'ont pas de conscience. S'ils en avaient, bah, ils se référeraient aux études qui sont publiées sur, par exemple, le confinement. Moi, j'ai entendu parler de l'étude d'un grand épidémiologiste qui s'appelle Ioannidis, donc qui a étudié différents pays et la façon dont ces différents pays ont géré la crise. Donc les pays qui n'ont pas confiné, les pays qui n'ont pas fait de couvre-feu, les pays qui n'ont pas imposé le masque, bah, ils s'en sortent à peu près de la même façon que les pays qui ont fait tout ce que nous on a fait, enfin tout ce qu'on nous a fait, tout ce que le gouvernement nous a fait et continue à nous faire. Donc ça change quoi? Bah, ça change rien en fait, à part nous empêcher de vivre, à part nous empêcher de respirer, à part empêcher nos gamins de respirer à l'école. Ça c'est un scandale qui continue encore et encore. Et on se demande, en fait, le truc, c'est que tu te demandes, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de perspective. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ce truc va s'arrêter. Donc on sait que
L'état d'urgence sanitaire, il est prolongé jusqu'à juin. Donc le projet, c'est de le prolonger jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à fin décembre 2021. Donc il n'y aura jamais de fin. Enfin, rien, comme je disais dans un de mes posts, rien n'est jamais assez, quoi. C'est jamais suffisant, en fait. Quoi qu'on fasse, on peut porter un masque 24 sur 24, on peut ne voir personne, on peut ne toucher personne, on peut n'embrasser personne, on peut rester enfermé chez soi, on peut se faire vacciner même, ça change rien en fait. On est toujours dans ce, on est toujours, on est toujours dans cette contrainte, on est toujours dans cette stratégie de la peur là. On ne sait pas pourquoi finalement pour une maladie qui finalement a un taux de mortalité qui est assez faible, 0,05%, c'est pas très très élevé. Les mesures qui sont prises, elles sont pas bonnes. Ça va quoi. Faudrait que je sais pas ce qu'il faudrait, mais c'est flagrant que ces mesures sont pas bonnes. Ça fait un an, au bout d'un an, on a compris que ce qui était mis en place n'était pas ce qu'il fallait mettre en place. Ce gouvernement ne fait pas de prévention, il ne traite pas les gens qui sont malades. Moi, j'ai une belle-sœur, une de mes belles-sœurs qui a été malade en mars-avril, donc lors du premier confinement. Le médecin l'a renvoyée chez elle en lui disant prenez du Doliprane et si vous étouffez, vous faites le 15. Bah, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Donc à l'époque, elle aurait pu y passer justement à cause de ça, parce qu'il y a des moments où effectivement elle étouffait, mais finalement elle s'est rétablie. Mais aujourd'hui, on dit exactement la même chose aux gens. C'est scandaleux. Il y a des traitements, il y a plein de traitements. Il n'y a pas que l'hydroxychloroquine. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur la façon dont le Covid a été traité au Japon. Au Japon, ils ont utilisé un antiviral qui s'appelle l'Avigan. Si on laisse les médecins faire leur boulot, ils savent quoi donner aux malades pour éviter qu'ils se retrouvent à l'hôpital. Donc ça, c'est totalement dénié par Olivier Véran. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière intervention d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale face à Martine Bonner. C'était toujours pareil. Ce type, il est insultant, il est arrogant, il est pédant, il répond pas aux questions qu'on lui pose, il insulte la personne qui lui pose les questions. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est comme une fois, il y avait eu une commande de respirateur qui n'était pas adaptée. Ben lui, donc il y avait une députée qui l'interpellait à ce sujet-là. Et lui, au lieu de répondre, bah pareil, il a insulté la personne, il l'a dévalorisé, il n'a pas répondu à la question. Et là, c'est pareil, on lui dit, elle est en train de lui demander pourquoi on ne traite pas les gens en France, pourquoi on ne fait pas de prévention en France, pourquoi on laisse mourir les gens. C'est ça qui se passe en fait, on laisse mourir les gens du Covid en France. Donc on est arrivé, je crois, à 80 000 morts officiels. Donc ces chiffres, on ne sait pas trop d'où ils sortent, hein, parce qu'il faut relativiser les chiffres, étant donné qu'on ne sait pas si les gens meurent avec ou du Covid. On ne sait pas non plus quels sont les gens pour lesquels sur l'acte de décès on aura marqué Covid, mais en fait ils ne sont pas décédés du Covid. Donc il y a une espèce de flou par rapport aux chiffres. Mais il n'empêche qu'on pourrait éviter, on pourrait faire baisser le taux de mortalité nettement en prenant les mesures qui s'imposent et les mesures qui ne sont pas prises. Donc la question c'est pourquoi on fait pas, pourquoi le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour gérer cette crise? Pourquoi il ne s'inspire pas des pays qui l'ont gérée et qui la gèrent correctement? Donc je parle du Japon en particulier, c'est vraiment aller sur Internet, faites une recherche sur Japon si vous voulez, vous pouvez regarder la petite vidéo que j'ai faite sur la façon dont le Japon a traité la crise du Covid. C'est un exemple pour tous les pays, le Japon, quoi. Donc pourquoi on ne prend pas le Japon en exemple? Pourquoi on ne fait pas la même chose qu'eux? Pourquoi on ne fait pas de la prévention? Là-bas, ils font de la prévention de l'obésité. Ils font de la prévention à savoir ils aident les gens à manger correctement, ils donnent ils ont pris des mesures peut-être un peu coercitives par rapport à l'obésité. Enfin, ils ont vraiment une politique de prévention parce qu'on sait que les personnes qui décèdent du Covid, ben, effectivement, ce sont les personnes très âgées qui ont des comorbidités, ce sont aussi des personnes obèses, ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé lourds. On sait qui décède, on sait qui on doit protéger. C'est pas les enfants qu'on doit obliger à porter des masques toute la journée. C'est pas des gens bien portants comme moi. Moi, je suis bien portante. Je ne suis pas malade. Hein. Il y a aussi une étude, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une étude qui a été réalisée sur 10 millions de Chinois. Euh,
qui démontre que quand on n'a pas de symptômes, eh ben, on ne transmet pas la maladie. Donc ça, c'est une étude dont on n'a absolument pas parlé dans les médias, sauf pour un peu sur Internet, vous avez trouvé des articles pour descendre cette étude. Donc dès qu'on a une étude qui va à l'encontre du discours dominant, elle est descendue, elle est disqualifiée. Donc si on avait écouté, enfin si Olivier Véran s'était fié à cette étude, comme il s'est fié à l'étude du bidon du Lancet sur l'hydroxychloroquine, bah, il aurait dû nous dire que bah, on arrête de porter des masques si on n'est pas malade, parce que ça n'a pas de sens. Il y a eu aussi une étude danoise qui a été réalisée sur le port du masque, donc sur 6000 personnes, 3000 qui portent un masque, 3000 qui n'en portent pas. Il n'y a pas de différence significative entre les personnes qui en ont porté un et les personnes qui n'en ont pas porté. Donc on nous impose des mesures qui sont totalement aberrantes, qui n'ont pas de support en fait scientifique. Quand il y a des gens compétents, comme je vous parlais de cet épidémiologiste Ioannidis, qui est apparemment une pointure en matière d'épidémiologie, qui démontre que, quelles que soient les mesures qu'on prend, le virus il vit sa vie et qu'en fait, ce qu'il faut faire, apparemment, puisque l'exemple du Japon, c'est quoi? C'est deux morts pour 100 000, c'est ça, 2 morts pour 100 000 habitants, alors que nous, on est à 100 ou 110 pour 100 000. Ça veut bien dire qu'il y a des choses à faire, mais que ce n'est pas ce que nous, on fait. Ce n'est pas ce que le gouvernement nous impose. Qu'est-ce que ce gouvernement a derrière la tête? Qu'est-ce qu'il cherche? Quel est son objectif? Quel est son but? Moi, j'aimerais bien comprendre en fait ce qui se passe, parce que tous les jours, en fait, ce qui est le plus pesant, c'est qu'on ne comprend pas quelle est... pourquoi on nous impose ces mesures, en fait, ces mesures qui servent à rien, à part détruire détruire des pans de l'économie, mettre des gens au chômage, pousser des gens au suicide. C'est destructeur, ça tue les liens sociaux, ça crée des dissensions entre ceux qui ont un certain avis sur ce qui se passe et ceux qui ont un autre avis. Enfin, on est vraiment dans une dynamique qui est mortifère, qui est vraiment inquiétante, angoissante. On n'arrive plus à penser quelque part, on n'arrive plus à se projeter, on n'arrive plus à se projeter vers l'avenir, on sait pas ce qui va se passer, enfin il y a des choses qui tombent comme ça du jour au lendemain. Moi, ce qui m'a beaucoup cassé le moral ces derniers temps, c'est vrai qu'on était tous, comme d'habitude, en fait il y a une propagande, hein, vous avez bien remarqué, il y a une propagande qui est entretenue par les médias. Et donc les médias, comme ils font d'habitude, chaque fois que le gouvernement va nous annoncer quelque chose, là ils nous faisaient une propagande pour bien nous préparer au reconfinement, au 3e confinement. Et puis finalement, comme il s'est passé quand même pas mal de choses dans les autres pays, il y a eu quand même pas mal de révoltes, pas mal de manifestations assez violentes. Donc apparemment, le gouvernement a changé d'avis, il a renoncé à reconfiner. Mais on était quand même dans cette attente du reconfinement, dans cette peur du reconfinement. Donc, j'ai perdu mon fil. Mais ouais, voilà, donc on était dans cette angoisse. Est-ce qu'on va être confiné? Est-ce qu'on va pas être confiné? Et à chaque fois, c'est pareil, quoi. Et puis, oui, voilà, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'a perturbée, donc Castex n'a pas annoncé le reconfinement qu'il était censé annoncer, mais il a annoncé des mesures. Et les mesures, elles tombent du ciel, quoi. Donc tout à coup, ça y est, on peut plus... je ne peux plus, si je le veux, moi qui suis originaire de la Martinique, je ne peux plus partir à la Martinique parce que M. Castex a décidé que tout à coup, eh bien, pour aller aux Antilles, il fallait avoir un motif impérieux. Un motif impérieux, c'est quoi? C'est un décès, c'est, je sais pas, des trucs... Enfin, voilà, quoi. Tout à coup, on est... il y a des gens qui disent qu'on n'est pas dans une dictature, que... quand on dit on est dans une dictature sanitaire, il y a des gens qui disent ah mais non, il faut aller voir comment ça se passe dans une dictature. Mais je suis désolée, on est prisonnier. Enfin, si je sors à 18h, il est 18h52, si je sors de chez moi, là, je vais avoir une amende. Je peux braver, il n'y a pas de souci, mais je suis quand même assignée à résidence. Je suis censée rester chez moi. Donc mon droit à me déplacer librement, il est entravé. Donc
quelqu'un décide, à savoir le gouvernement, si j'ai le droit de bouger ou pas, si j'ai le droit de voir des gens ou pas, si j'ai le droit de sortir ou pas. Il y a des gens qui ne peuvent plus travailler, on leur a interdit de travailler, ils ont plus le droit, je sais pas, c'est un droit de subvenir à ses besoins, de travailler, d'élever sa famille dignement, et là on leur a enlevé ce droit, enfin le gouvernement leur a enlevé ce droit, on nage quand même dans une espèce de folie furieuse, là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, donc c'est vachement inquiétant, et puis on n'arrive pas à se projeter, c'est ça qui est le plus fatigant mentalement, quoi, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter, on ne peut pas se dire, bon ben demain il va se passer ça, voilà, l'état d'urgence jusqu'au mois de juin, pourquoi, à quoi ça sert exactement, ça sert à quoi qu'on soit en état d'urgence, ça sert à quoi qu'on soit en couvre-feu, on n'est pas en guerre, on n'est pas en guerre, il n'y a pas des bombes qui sont balancées sur la France tous les soirs à partir de 18h. Le virus, il ne sort pas tous les soirs à 18h. Donc on continue dans cette absurdité qui a lieu depuis le début, hein, comme quand on nous disait, comme quand au début on nous a dit, comme quand on nous a dit qu'il fallait porter le masque. Donc tu portes un masque quand tu marches, mais tu ne portes pas de masque quand tu cours, ni quand tu fumes, ni quand tu manges, bien sûr. Ni quand tu fais du vélo, enfin, c'est débile, c'est toujours débile, quoi. À chaque fois, il y a quelque chose de plus débile qu'avant qui arrive, et c'est fatigant, c'est insupportable. Moi, j'en ai ras-le-bol, Bon, j'essaye de... Il y a il y a des hauts et des bas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, il y a des moments où on arrive à gérer, puis il y a des moments où on est fatigué, on en a marre. Quand je sors de chez moi tous les matins, j'ai l'impression d'être toujours dans une espèce de film d'horreur à petit budget, film d'horreur des années 50, nul quoi. Quand je vois tous ces gens avec leurs masques dans la rue, masque qui sert à rien dans la rue, ça, il n'y a pas de consensus hein, sur l'utilité du masque dans la rue. Allez chercher, voilà, ça sert à rien. C'est débile de porter un masque dans la rue, mais non, tout le monde porte son masque. J'ai l'air un peu d'un zombie parce que moi je porte pas de masque dans la rue. Je trouve ça dingue quoi qu'on puisse nous obliger à porter un masque dans la rue. Ça me dépasse quoi. Ça me dépasse et ça me dépasse qu'autant de gens suivent, acceptent. Je sais que c'est pas facile d'être résistant, c'est pas facile de s'opposer à ce qui se passe. C'est compliqué, c'est compliqué. On n'est pas éduqué pour ça. On est plutôt dressé pour obéir. Hein. On obéit à nos parents, on obéit à l'État, on obéit au gouvernement, on est soumis, on est passif. Je me demande jusqu'où va nous mener cette passivité, jusqu'où on va aller en étant comme ça passif. Je trouve ça assez inquiétant. Voilà, moi j'ai pas l'intention de me faire vacciner quand le vaccin va arriver. Je vois pas l'utilité de se faire vacciner pour une maladie qui a un taux de mortalité de 0,05%, qu'on peut soigner. Voilà, je vous parlais du Japon tout à l'heure. Le Japon, il a très bien géré le Covid avec un taux de mortalité très faible, sans confinement, sans masque obligatoire, sans vaccin. Donc on n'a pas besoin de vaccin, on a surtout besoin d'un gouvernement intelligent, bienveillant. Donc je pense que notre gouvernement est malveillant. Je pense que notre gouvernement ne prend pas soin de nous. Je pense qu'on est dans une logique qui est toujours la même, en fait. À travers les années, ça ne change pas, en fait. Tchernobyl, c'était déjà ça, ce mépris du peuple, à savoir que plutôt que de dire aux gens ne consommez pas telle chose, ou bien de nous distribuer comment ça s'appelle, de l'iode, voilà, on a fait comme si le nuage s'était arrêté aux frontières. Le sang contaminé, ça a été la même chose. L'hormone de croissance, ça a été la même chose. Je viens de la Martinique. Le sol est pollué pour des siècles par un pesticide qui s'appelle le chlordécone, alors qu'on savait très bien depuis des années que ce produit était toxique, mais on l'a utilisé quand même. Donc je pense qu'on ne peut pas compter sur nos élites pour prendre soin de nous. Puis là, on voit que bon, on le sait depuis longtemps, mais là, on voit avec toutes ces histoires au niveau de Sciences Po, on voit comme ces gens sont pervers, sont malsains. Et puis on voit bien au niveau de notre gouvernement, moi quand j'entends parler Jean Castex, Olivier Véran, Roselyne Bachelot, Emmanuel Macron, on voit comment ces gens sont dans un autre monde, dans une autre dimension, sont perchés, sont à milliers de notre réalité, de notre vécu. Enfin, ils sont pas...
C'est pas des, j'allais dire, c'est pas des gens comme nous et quelque part. Et puis, ben, ils nous prennent pour des débiles, quoi. Je veux dire, par exemple, vous avez bien noté que Emmanuel Macron est tombé malade après avoir fait une mini fiesta avec d'autres politiques. Il est tombé malade. Après, sa femme est tombée malade. Donc, Madame Macron, elle fait quand même partie des personnes à risque, soi-disant, puisqu'elle a 60, je ne sais plus quel âge, elle a 70 ans ou elle n'est pas loin. Et quand elle est venue à la télé, elle nous a expliqué qu'elle avait été soignée. Elle avait été soignée. Bien sûr, le journaliste ne lui a posé aucune question pour savoir comment elle avait été soignée, qu'est-ce qu'on lui avait donné. Mais elle a été soignée. Elle ne s'est pas fait vacciner. Elle n'a pas parlé de se faire vacciner, il me semble. Voilà, donc moi j'aurais bien aimé savoir quel traitement Madame Macron a eu, si elle a été traitée à l'hydroxychloroquine, si elle a eu autre chose, des antiviraux, des antibiotiques, ou bien si elle a eu un traitement à base de plantes comme l'artémisia. Voilà, moi j'aimerais bien savoir pourquoi pour elle on ne parle pas à toute force de vaccin, pourquoi c'est Olivier Véran qui va se faire vacciner comme un coq là en nous montrant ses pectoraux ridicules. Et pas elle, ce serait elle qui ferait partie des publics prioritaires. Ouais, bah écoutez, moi je sais pas comment vous vous sentez, mais moi j'en ai vraiment ras-le-bol. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, euh, il faut pas attendre le Messie, hein, il n'y aura pas de Messie qui viendra nous sauver. Euh, il faut que chacun on se responsabilise, même si c'est très très difficile. Tout ça, ça me fait penser à ce qui s'est passé, enfin tout ce qui est lutte contre la ségrégation, ce qu'a pu faire Gandhi aussi pour obtenir que l'Inde soit libérée du joug anglais. Enfin voilà des choses. Moi je pense que oui, il faut être pacifique, il faut croire à la démocratie, il faut croire à la paix, enfin au calme, hein, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a comme arme, nous, citoyens? C'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, on n'a aucun outil légal pour sortir de cette situation sans... on voit que la révolution, quoi. On voit que descendre dans la rue et puis faire tomber le gouvernement. Mais c'est pas enfin, la violence n'est jamais une solution. Moi, je pense que je crois plutôt au pacifisme, je crois à l'amour, je crois à la bienveillance, je crois à la gentillesse, je crois à des valeurs comme ça qui me parlent et qui font partie de moi. Donc, je ne sais pas, je sais pas comment on va sortir de cette situation, je ne sais pas comment on va enfin réussir à passer à autre chose. Euh, je suis un peu comme vous, comme beaucoup de gens, hein, un peu perdue. Mais il faut garder espoir, il faut garder espoir, faut se dire que ça va pas tout le temps être comme ça, évidemment. Et puis peut-être que bah, y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, hein, les gens qui voyaient pas ce qui se passait, ou qui voulaient pas voir, ou qui veulent toujours pas voir. Il y en a encore. Hein, c'est difficile de penser que les gens qui nous gouvernent, que les gens qui ont du pouvoir sur nous, qui peuvent nous contraindre, euh, ne sont pas animés par de bonnes intentions. Moi, je suis convaincue qu'ils ne sont pas animés de bonnes intentions. Euh, Rien qu'en les entendant parler, le discours qu'ils tiennent, la ligne de conduite qu'ils continuent à tenir après une année, le fait qu'on ne soigne toujours pas les gens, le fait qu'il n'y ait pas eu de création de lits d'hospitalisation, le fait qu'on continue à casser l'hôpital public. Voilà, les choses qui auraient pu être mises en place et qui n'auraient pas coûté très cher, ben, n'ont pas été mises en place. Alors que les choses qui coûtent très très cher et dont on se demande quelle est l'utilité en dehors d'instaurer progressivement une dictature, une forme de dictature sanitaire, elles sont mises en place et l'argent magique coule à flot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Macron quand il a dit il n'y a pas d'argent magique. Ben là, il y a de l'argent magique. Ça fait 2 mois que l'argent magique coule à flot, donc on peut trouver de l'argent magique dans ce cas-là. Argent magique qu'il faudra rembourser, bien sûr. Donc on a une petite idée de la façon dont il va devoir être remboursé. Et c'est pas très... c'est plutôt inquiétant aussi, ça. Euh, voilà, bah écoutez, c'était ça, un petit coup de gueule, un petit coup de fatigue que je voulais partager avec vous ce soir parce que ben, des fois on a envie que ça sorte un peu. Voilà, et ben, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, comme à moi-même.
Voilà, du courage. Et puis, bon, il y a forcément de la lumière au bout du tunnel, c'est sûr. On va finir par voir la lumière. Je vous embrasse, bah, ceux qui sont sur ma page, qui passent de temps en temps. Et puis, bah, tenez bon et restons solidaires, continuons à échanger avec les gens avec qui c'est possible d'échanger. N'ayons pas peur de dire ce que nous pensons, même si c'est pas forcément évident. On passe pour des complotistes, on passe pour des gens méchants qui sont inconscients enfin qui sont pas sensibles parce qu'il y a des gens qui meurent. Enfin, voilà, c'est pas du tout ça. C'est que on essaie de relativiser par rapport aux chiffres, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de chercher de la logique. On a besoin d'avoir de la logique. Certaines personnes ont besoin de trouver la logique et puis d'interroger. Voilà, parce qu'il y en a qui, ben, on leur dit que c'est comme ça, c'est bleu, ben, ils disent ok, c'est bleu, mais toi tu vois des nuances. Voilà, c'est peut-être bleu marine, bleu clair, bleu ciel. Donc toi, tu vas chercher les nuances, tu vas essayer de comprendre. Et il y a des gens qui n'ont surtout pas envie de chercher des nuances, qui n'ont surtout pas envie de s'interroger, de se poser des questions. Mais moi, je ne peux pas vivre sans m'interroger, me poser des questions, essayer de voir ce qu'il y a entre les lignes. Euh, voilà, de trouver de la logique, quand il n'y a pas de logique, quand c'est incohérent, quand on nage comme ça dans de la dissonance cognitive, quand on nous dit un coup blanc, un coup noir, quand on nous balade, bah, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Voilà. Ok, bon, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite beaucoup de courage, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour une autre vidéo un peu, enfin, si, si j'en ressens le besoin, parce que ça me fait du bien. Bisous tout le monde, ciao, ciao, bye bye.